10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Here we go, on est reparti, la Ligue des Champions a repris ses droits hier soir avec 6 matchs. On va débriefer les 6, on va faire un petit récap parce qu'elle est de retour et bien de retour. 28 buts sur ces 6 premières rencontres. On en a 6 autres ce soir, on a touché un petit mot hier, notamment City Inter, Paris Girona. Mais ouais, on va parler un petit peu des 6. Il y a eu un 9-2 dans le lot, le Bayern est très chaud, a redémarré très fort, la victoire de Liverpool à San Siro 3-1 donc, beau résultat pour eux. La Juve m'a beaucoup plu de ce que j'ai vu, j'ai envie de dire pas mal de choses de cette Juve de Thiago Motta. Et ouais, j'ajouterais que je kiffe bien le nouveau ballon de la Ligue des Champions aussi, plus classique, moins différent, plus retour en mes années de début de Ligue des Champions, 2003, 2004, 2005. Ces ballons vraiment iconiques, je sais pas, juste noir et blanc comme ça, très stylé, rendait bien dans les filets de Berne, avec notamment cette lourde frappe d'Amadou Onana. On va parler aussi de la victoire d'Aston Villa contre IB à la toute fin. C'est le 6e match, le premier, c'est ce Bayern en démonstration. La démonstration de force bavaroise, pour eux, c'est 3 jours après avoir fumé Holstein Kiel 6-1 en déplacement, bah, ils enchaînent avec un 9-2. J'ai trouvé les buts du 2-0 et du 5-2 particulièrement magnifiques. Le 2-0 avec cette petite passe là de Gnabry dans la profondeur et surtout la déviation de Jamal Musiala, poitrine comme ça orientée, après avoir fait la course en plus. Après avoir fait la course profondeur comme ça, enchaîné, petit ballon pour Guerreiro qui était en position un petit peu d'intérieur gauche. On parlait du système du Bayern, mais qui enchaîne une demi-volée spectaculaire. Il y a eu des gros buts, hein, franchement des très beaux buts sur cette première soirée, et celui-là, je le mettrais facile dans le top 3, et peut-être même top 1, magnifique. Le but du 5-2, derrière aussi, avec Alphonso Davies, qui faisait souvent des incursions comme ça dans le demi-espace, déviation d'Harry Kane, hop, dans la course pour Musiala, qui bat le gardien, Michael Olise a planté un doublé, Harry Kane un quadruplé dont 3 pénaltys dans le lot. Mais ouais, ce Bayern donc, qui se retrouve leader de Bundesliga après 3 journées, 3 matchs, 3 victoires, les seuls en Allemagne à avoir ce bilan. Et aussi donc le leader très provisoire, mais il y a des chances que ça dure quand même jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dans 2 semaines, deuxième journée, parce que je sais pas qui aura un meilleur goal average que plus 7, donc plus 7 avec 9 buts marqués. Le goal average va être particulièrement important. On avait déjà parlé quand on avait commencé en tout début de saison à présenter cette nouvelle formule de Champions. Le goal average est très important parce qu'il n'y a pas de goal average particulier. Et à la fin, je pense qu'il y aura pas mal d'équipes qui seront sur un même nombre de points. Après 8 journées seulement, entre guillemets, il y a des chances vraiment que le goal average fasse la diff. Et le Bayern a déjà pris donc une belle longueur d'avance avec ce beau résultat. Mais si on parle un petit peu de jeu, ce qui est très spectaculaire avec ce Bayern, comme ce qu'on a vu contre Kiel, où il menait 3-0 genre au bout de 10 minutes, je trouve c'est l'intensité défensive de ce Bayern de compagnie, la pression, l'agressivité, ok, quasiment du homme pour homme dans la moitié de terrain adverse, et c'est cette pression qui fournit des ballons très hauts, comme sur le but du 2-0, notamment contre Kiel ce week-end. Un Bayern que je trouve assez flickien, ce Bayern de compagnie, c'est-à-dire on accepte le match de boxe, on accepte de vider notre dos et potentiellement, comme contre Zagreb, début de seconde période, prendre des buts, prendre 2 buts coup sur coup, celui-ci, ok. Il y a des moments de danger, mais à la fin, le match de boxe va juste, nous, on va prendre quelques coups, mais on va frapper plus fort, on va encaisser des buts, mais si on en marque 9, si on continue de mettre 7 gars dans la surface de réparation adverse, ou de jouer des transitions comme ça en 7 contre 6, finalement c'est dingue, c'est une attaque... c'est pas vraiment je sais même pas, c'est vraiment une transition, mais une attaque rapide simplement, et le Bayern est prêt à mettre tous ses joueurs devant, à encaisser des transitions défensives, mais juste mettre le surnombre, un peu comme l'Ajax de la grande époque aussi. En tout cas, ce Bayern de compagnie, sans avoir rencontré d'énormes oppositions pour l'instant, mais est assez séduisant. Et tactiquement, ce que je trouvais notable dans ce match, c'est l'organisation sur la phase de construction, de préparation, donc le 3-2-5, le truc classique, on voit 1 million de fois, ok, mais intéressant parce que souvent, le tandem du double pivot changeait. J'ai vu beaucoup de Davies, par exemple, monter d'une ligne comme ça à l'intérieur pour se mettre à côté de Pavlovic, et du coup, c'était un trio Kim Min-jae, Dayot Upamecano et Kimmich pour faire la ligne de 3. Après, on voit les 5 couloirs de jeu guardioliens là, bien comblés.
Mais sur d'autres séquences, c'était pas Davies-Pavlovic, c'était Pavlovic qui redescendait entre les deux centraux, et c'était Kimmich, qu'on sait capable d'occuper cette position aussi, qui se mettait aux côtés de Davies pour faire la paire de deux. Donc intéressant, c'est vrai qu'ils ont cette possibilité. Kimmich, on le sait, Davies, c'est pas forcément là où on l'attend, dans un rôle intérieur comme ça et intermédiaire entre les deux lignes, alors que tu dis soit il est latéral, soit il est ailier. Mais là, milieu central, un petit peu comme ça, c'était intéressant et ça montre juste, je trouve, que ce Bayern a beaucoup de possibilités, que Kompany a pas froid aux yeux, veut tester des choses. Et je trouve, comme je disais en début de saison, comme on avait fait cette vidéo sur mon avis sur le Bayern 2024-2025, il y a un mois et demi, je pense que ça va être une des équipes les plus intéressantes à suivre de la saison 2024-2025. Et ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ouais, donc Guerreiro, là, dans un poste d'intérieur, mais lui aussi, il peut jouer comme ça, milieu du double pivot. Beaucoup de possibilités pour eux. Et un Bayern intéressant qui, avant de passer sur Liverpool, a juste produit 29 tirs, 19 cadrés. Zagreb, l'opposition est très faible, bien sûr. Donc on va pas tirer 1 million d'enseignements. Mais un bon match pour se rassurer, quoi, avec un quadruplé de ton 9. Avec, j'ai vu le petit mot pour Kane qui a dit « Ouais, je garde le ballon du match, mes coéquipiers en ont marre de les signer maintenant. » Parce que c'était déjà le cas contre Kiel, et il enchaîne les triplés. Mais je vais le mettre au chevet de mon fiston ce matin, et il va être tout content en se réveillant. Il kiffe jouer au foot en ce moment, il va jouer avec le ballon du match. J'imagine le kiff, et juste, je trouve que c'était une belle petite histoire. C'est vrai que beaucoup de ces gars-là sont aussi des family men, quoi, avec leurs enfants, ça leur offre le ballon du match. Je trouve que c'est une belle histoire. Et aussi belle histoire pour Thomas Müller, qui est entré en cours de jeu et qui a marqué le dernier but. Non, c'était Goretzka qui a marqué le dernier but. Il n'a pas marqué, mais par contre, il est devenu le joueur avec le plus de matchs de Ligue des Champions pour le même club, 152. Je trouve qu'on lui a donné une petite figurine là de Thomas le Bavarois que je trouve méga stylé et juste la classe, quoi, légende, le One Club Man encore aujourd'hui. 152 matchs de Ligue des Champions pour le seul Bayern Munich, pour donc Thomas Müller. Ok, Liverpool se rassure. Donc ça, c'était le match qui m'intéressait le plus des 6. Liverpool qui sort vainqueur de l'affiche de cette première soirée, en tout cas contre l'AC Milan, 3-1. Honnêtement, une victoire méritée. Il y a eu un petit peu de turnover sur l'aile gauche, donc malheureusement pour mon prono, Luis Diaz buteur, mais il n'a pas démarré le match. C'était Gakpo à la place, Tsimikas latéral gauche, alors que pour l'instant en Première Ligue, on avait eu 4 titularisations de Luis Diaz, 4 titularisations de Robertson. Toute l'aile gauche changeait, et ça a été plutôt payant, même si au bout de 2 minutes, tu te dis l'inverse, parce qu'ils prennent le premier but sur ce côté gauche. Pulisic, on en avait parlé dans la preview, qui est en feu, 2 buts, 2 passes sur 4 matchs de Serie A pour l'instant, si je ne m'abuse, qui marque le premier, dans ce couloir gauche, une belle frappe croisée, mais surtout, voilà, on voit l'approche du Liverpool de Slot, qui est très agressive, dans la moitié de terrain adverse, encore une fois, quasiment du 1 contre 1, mais quand Maignan trouve un bon petit ballon de renversement comme ça, autre côté, là il y avait un petit déséquilibre, on voit que Tsimikas va y aller, essayer de couper ce ballon, les autres défenseurs, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, restent à la médiane, et quand il se retrouve là en 1 contre 2 et qu'il perd son duel, c'est tout de suite très dangereux. Faut dire aussi top remise de Morata, vraiment super petit ballon mis, mais ouais, dans cet espace donc, qui a été déserté par Tsimikas, Pulisic s'infiltre, et derrière va aller finir avec sa vitesse, avec une très belle frappe croisée. Milan prend les devants, mais ça n'a pas duré longtemps, et aussi cette soirée de Champions, ça a été un peu la soirée des coups de pied arrêtés, beaucoup de buts et de matchs débloqués avec des coups de pied arrêtés. Liverpool revient déjà avec juste un petit coup franc excentré comme ça, proche d'Alexander-Arnold sur la tête de Konaté, qui saute au-dessus de tout le monde, qui bat Maignan. Et quelques minutes plus tard, corner de Tsimikas, pareil, dans les 6 mètres. Liverpool qui a bien bossé ses coups de pied arrêtés avec son staff, son entraîneur des coups de pied arrêtés. Ils ont bien compris qu'il y avait une faille là du côté milanais. Et Van Dijk comme Konaté l'ont exploité. Ils n'ont pas énormément de joueurs de tête, je trouve, à Liverpool. Mais ils ont ces deux gars-là. Et ces deux gars-là, visiblement, c'est suffisant. Même un Loftus-Cheek, Reinders, tout le monde est battu à Milan. Et ils vont s'en vouloir quand même d'avoir concédé 2 buts comme ça, même si sur l'ensemble du match, il n'y a pas photo. Salah, par exemple, a tapé 2 fois la barre, coup sur coup. Gravenberch a été monstrueux à l'intérieur du jeu. Vraiment très fort. Interception là. Et derrière, ça passe très vertical tout de suite, qui permet à Liverpool d'accélérer. Déviation de Szoboszlai. Gakpo a été top aussi. Vraiment très chaud.
les deux Néerlandais sur la pelouse de San Siro. Slot en a parlé et il disait les Néerlandais qui se retrouvent encore une fois à San Siro en référence à je sais pas, Gullit, Rijkaard, Van Basten, etc. La grande équipe de l'AC Milan composée des légendes oraniers, mais qui ont brillé très très fort. C'était le cas de Gakpo, aussi de Gravenberch qui a fini à 7 interceptions. Le deuxième, c'est Théo Hernandez, 7 interceptions pour Gravenberch, impliqué aussi dans les bons mouvements offensifs. Cette saison, Gravenberch, homme du match contre United, homme du match contre l'AC Milan, et le joueur de Liverpool qui a remporté le plus de duels, remporté le plus de tacles, et réussi le plus d'interceptions. Il est très très chaud, je suis content, c'était notre joueur à suivre de la saison pour Liverpool, totalement en train de confirmer son très très fort départ. Il n'y a rien à dire sur ce qu'est en train de faire Gravenberch, et il l'a montré cette fois sur la scène européenne. Mais Gakpo était pas mal aussi, j'ai ces chiffres. Gakpo c'était 3 tirs, 2 passes clés, 4 dribbles réussis, et dans l'ensemble, voilà, là il réussit cette passe D pour Szoboszlai qui conclut. Et dans l'ensemble, Liverpool a pas trop fait. Il n'y a pas eu trop de détails, 23 tirs à 8, 11 tirs cadrés à 2. Il y a une période du match là sur l'heure, je crois que je dirais entre la 10e et la 70e ou un truc comme ça, où ils font 18 tirs à 0 je crois. Ils ont été vraiment vraiment au-dessus. Et ouais, ils se rassurent un peu. Donc après leur défaite à Nottingham Forest, on retrouve un petit peu le Liverpool par exemple, qui avait brillé en déplacement à Old Trafford. Après San Siro, de belles arènes continentales après San Siro, après Old Trafford donc San Siro. Et ouais, 2 victoires, 3-0 et 3-1. Contre United, contre Milan. Un Liverpool énergique, vertical, très agressif et une très très belle performance. Là, ils ont 5 matchs un peu plus chill. Ils enchaînent donc Bournemouth et West Ham, les deux à la maison, un en League Cup. Ensuite, un déplacement à Wolverhampton, Bologne en Champions et Crystal Palace. Il y a de beaux matchs dans l'eau, mais quand même, c'est 5 un peu plus chill. Après, on en avait parlé dans la vidéo sur Liverpool début de saison. Après, ça se complique. Parce qu'après, c'est Chelsea, Leipzig, Arsenal, Brighton, Leverkusen, Aston Villa, Southampton, ça va encore. Real Madrid, City, Newcastle. Heureusement, là, ils ont quelques rencontres pour essayer de continuer sur cette bonne série, d'oublier le match de Forest. Déjà, aller l'emporter à Anfield. Anfield où Klopp avait attendu quasiment 2 ans sans perdre, un truc comme ça. Un truc de malade. La Slot est vite tombé à Anfield, mais voilà, contre Bournemouth, s'ils peuvent continuer dans la même lancée que contre Milan, peut-être ils peuvent mettre un score. Donc, ce qui va être un bon match quand même, hein. Bournemouth est intéressant. Mais voilà pour Liverpool, qui s'est rassuré. Le Real Madrid s'en sort. Eux, je sais pas s'ils sont rassurés, mais c'est très très intéressant ce qui se passe du côté du Real. À la fin, 3-1 donc contre Stuttgart. Rudiger 83e, Hendrik 95e pour revenir dans le match. Undav avait égalisé suite à l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Mais ouais, 54% de possession pour Stuttgart, qui a créé quasiment 2 XG, avec 17 tirs. Le Real 20, mais 17 pour Stuttgart en déplacement. 3 grandes occasions créées. C'est un match où le Real a pas mal souffert, et c'est pas pour rien que Courtois a été élu homme de la partie. C'est pas trop surprenant. Il y a quand même eu des séquences de classe, je trouve. On voit Stuttgart était très très présent, très agressif, très énergique dans la moitié de terrain adverse. Ok, ils sont venus avec des ambitions et respect. Mais cette passe de Tchouaméni là, en une touche, pour la mettre dans le dos pour Rodrigo, et derrière quand ils ont ces armes là, donc ça peut faire mal à tout moment. Rodrigo, boum, qui accélère, le R pour le M, 1-0. Magnifique action. Le Quatuor qui trouve de plus en plus ses marques, peut-être. Mais vraiment, cette passe de Tchouaméni, je pense qu'il faut qu'on insiste dessus, parce que quand tu es face à cette ligne haute, là, à la médiane, et que tu es autant acculé dans ta moitié de terrain adverse, réussir à trouver des ballons comme ça, qui a besoin de Toni Kroos quand t'as Tchouaméni qui peut envoyer des caviars comme ça. Moi, je rigole un peu, mais c'est aussi pour dire que Kroos, qui remplace Kroos, c'est une des grandes interrogations du Real cette saison. C'est un vrai problème tactique à relever. Mais ouais, là, ils s'en sont sortis avec un ballon assez génial. Ils ont subi l'égalisation encore une fois sur corner, un peu le thème de la soirée, Denis Undav là, après un ballon repris second poteau. Mais ils ont marqué le but du 2-1 sur un corner aussi, direct. Modric, sur la tête de Rudiger, au-dessus de tout le monde, dans les 6 mètres. Il y a une petite... Est-ce qu'il y a une petite trend qui est en train d'émerger sur juste aller tirer les corners simplement dans la petite boîte et mettre du monde pour gêner le gardien. On avait vu Paris Saint-Germain un peu gêné là-dessus, par exemple, Donnarumma saison dernière. En tout cas, Rudiger, le 2-1, Modric, le héros, et Hendrik, Bobby,
qui marque son premier but en Champions de sa carrière au bout d'une action très spéciale. Franchement, c'est limite un 5 contre 2 hein, au bout de cette contre-attaque, parce que Valverde et Arda Güler ont suivi Mbappé, Vinicius. Pour Endrick, il y a Vinicius sur la droite qui déborde, il y a peut-être un ballon à mettre pour Mbappé, ou alors tu peux la continuer tout seul, mais en déclenchant à cette distance, c'était très très osé. La frappe était assez centrale, mais elle finit quand même au fond des filets. J'ai bien aimé parce que sur la ralenti, tu vois, il y a la réaction de Valverde et de Güler, et ils sont là genre en train de lever les bras en mode mais qu'est-ce que tu fais mec, qu'est-ce que tu fais? Mais après, bon, bah, ça va au fond. Et je dois dire, pour l'avoir revu plein de fois, je sais toujours pas si c'est vraiment la bonne décision. Mais c'est vrai que sa frappe, elle surprend totalement le gardien de Stuttgart, qui est vissé sur ses appuis, qui doit réagir. En plus, je pense que son angle est un petit peu gêné, son angle de vue. Mais vraiment, ouais, il a une seconde de retard au moment où Endrick déclenche sa frappe. Personne s'y attend. Elle est vraiment déclenchée à contre-courant, à contre-tempo. Et il le fait exprès. Ça se voit dans sa conduite. Il voit le gardien, il lève la tête et il déclenche au moment où il s'y attend pas, parce qu'il le voit en train de reculer. Donc il sait que c'est difficile. Sans doute, j'imagine, je suis pas dans la tête de Bobby, mais il sait que c'est difficile de réagir pour un gardien quand il est déjà en train de reculer. Il va avoir un moment de retard. Je sais toujours pas si c'est la bonne décision, mais disons, elle sort pas absolument de nulle part. Et c'est vrai, comme l'a dit quelqu'un en interview d'après-match, un madrilène, peut-être Valverde, ça montre du caractère. Et Endrick manque pas de caractère. Ça, c'est clair. Mais intéressant, en tout cas, ce but. J'ai bien aimé. Ok, c'est à peu près ce que je voulais dire pour le Real, qui enchaîne donc une 3e victoire d'affilée contre le Betis, contre la Real Sociedad, contre Stuttgart. 3e victoire avec 2 buts d'écart en plus. Et pourtant, on ne sait toujours pas si c'est bon. C'est ça qui est intéressant avec ce Real Madrid. Et du coup, je ne sais pas s'il faut être pessimiste, optimiste. Si tu vois le verre à moitié vide, tu te dis, waouh, tout ce talent offensif, mais toujours autant de déséquilibre, toujours pas très rassurant. Contre Stuttgart, pas très bon. Sur le début, pas très bon. Si tu le vois le verre à moitié plein, tu te dis, bah, on n'est toujours pas ouf. Et pourtant, on gagne, on perd pas. On n'a pas perdu depuis le début de la saison. On remportait la Supercoupe. Qu'est-ce que ça va donner quand on va trouver un petit peu nos marques? Et c'est vrai, moi je trouve que cette idée-là, elle est pas mauvaise. Un Real encore meilleur, qu'est-ce que ça donnera? Mais du coup, hâte de les voir dans un très très gros match. Il y a genre l'Atlético par exemple, Derby de Madrid, c'est fin septembre. Et ensuite, ouais, ils ont Dortmund, le Barça, 27 octobre. Ils ont encore du temps pour prendre un petit peu leur marque. Et le prochain match de Champions, bien sûr, ce sera un déplacement à Lille. Voilà pour le Real. 4e match, celui qui m'intéressait beaucoup, c'était le premier. D'ailleurs, il était à 18h45. La Juve. Cette Juve, les blancs et noirs qui retrouvent des couleurs. Parce que, ouais, franchement, il restait sur 2-0-0 d'affilée. Contre la Roma, contre Empoli. Et moi, j'aimais beaucoup ce que j'avais vu de la Juve sur les 2 premiers matchs, Comme et Las Vérone, que j'avais vu, que j'avais analysé pour vous dans ma vidéo. On a fait le Bayern, on a fait l'OM et on avait fait cette preview sur la Juve de Mota. J'aimais bien ce que j'avais vu. C'est vrai qu'il n'y avait pas la plus grande création d'occasion non plus, mais ils l'avaient quand même emporté. Et là, encore un match à 3 buts. Et j'ai trouvé que cette fois, c'était la meilleure rencontre qu'ils ont produite, avec un quatuor offensif. Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Vlahovic. Là, ils ont peut-être trouvé leur idée. Koopmeiners, Nico Gonzalez, 2 gars qui sont arrivés cet été pour au total, les deux, entre eux, une centaine de millions d'euros. Vlahovic, qui je pense est très sous-coté. Moi, je pense que ça peut être un top attaquant. Vraiment, bien sûr, il fait déjà partie un petit peu des 9 en vue, etc. Et la Juve l'avait acheté très très cher. Mais je pense dans une équipe plus expansive, qui marche bien, il a beaucoup de choses à apporter et il peut vraiment briller. Genre faire une saison un peu lotaresque ou quoi. Moi, je crois beaucoup en Dusan Vlahovic. Et ils disent, c'est peut-être le meilleur des 4. En tout cas, il était excellent contre le PSV Eindhoven. C'est lui qui débloque la situation avec une incursion comme ça, aile gauche. Il va aller déclencher lucarne opposée. Magnifique but. J'ai bien aimé aussi au moment de la célébration. C'est un beau timing, le caméraman a géré, parce que juste derrière, il y a un gars qui lève le portrait de Yildiz. Comme ça fait une image assez stylée en vrai. Et ouais, 1-0 pour la Juve, mais surtout le quatuor, comment ils combinaient ensemble, la fluidité des 4. Koopmeiners dans tous les bons mouvements. Koopmeiners, ses stats là, il n'a pas été élu homme du match, c'est Yildiz qui a été élu homme du match, il a été excellent. Mais Koopmeiners, je suis allé voir les stats avancées, 6 occasions créées,
6 occasions créées par Koop Miners, 3 par Vlahovic et 3 par Gonzalez aussi. 12 occasions créées à eux 3. C'est costaud. Et Koop Miners, ouais, comme je dis, il a été dans tous les bons mouvements. Là, hop, enchaînement. Il trouve Yildiz, un bon petit décalage. Et derrière, il prend de vitesse. Il y a un centre dangereux au bout. Les 4 là, encore impliqués sur cette action. Mais on voit Nico Gonzalez qui est venu depuis l'aile droite, hop, pour s'appuyer, pour fournir un appui à Yildiz. 1-2, long 1-2 comme ça. Et au bout du centre de Yildiz, hop, c'est Koop Miners, sa reprise, elle frôle le montant, vraiment à pas loin de rentrer. Ça, c'est à 2-0. Et il applaudit derrière. Voilà, je trouve, il y a vraiment... La Juve a beaucoup de bons joueurs offensifs. Il y a du Mbangula qu'on a vu un tout petit peu sur le début de saison, c'était intéressant. Il y a Timothy Weah qui est entré en cours de jeu. Il y en a un ou deux autres aussi. Mais, ouais, Samuel Mbangula, il est là. Un ou deux autres aussi auxquels je pense. Mais Koop Miners, Gonzalez, Yildiz, Vlahovic, si ça c'est le quatuor, franchement, je trouve ça très très costaud. Et j'ai vu aussi sur des actions comme ça, par exemple récupération haute, où il y a Koop Miners qui vient agresser, et il y a Vlahovic dans cette même zone qui en profite donc pour gagner le ballon. Ça c'est top quand tu vois tes offensifs faire ça. Et derrière, c'est Yildiz qui est aile gauche, qui poursuit l'action en lançant Vlahovic, et Vlahovic en une touche qui trouve autre côté Gonzalez, magnifique, les 4 impliqués sur une action où tu as eu de la pression, de la verticalité, une top passe de ton 9 qui montre qu'il a autre chose dans son arsenal que juste le jeu de tête par exemple, ou la force de frappe, les coups francs. Il a beaucoup de choses Vlahovic je trouve, et cette passe elle est top pour Gonzalez en 1 contre 1, 3-0, à la 50e minute. Ouais, une Juve qui est restée sur 2 matchs consécutifs sans marquer, avait besoin de un petit peu plus de volume offensif, et avec ces 4 là, avec leur activité, leur complicité naissante, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et je vous ai dit depuis le début, moi j'aime beaucoup cette Juve, qui va jouer samedi 18h là, contre Naples, le leader de Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku, le Napoli de Conte. Ça va être un très très gros match ça. Franchement ça c'est samedi 18h, c'est limite le meilleur match du week-end, ou en tout cas top 3 des matchs du week-end. Vraiment à regarder. Et s'ils remettent le même quatuor là, au milieu de terrain c'était Locatelli, ça comme on a dit, Locatelli sous Rabiot, Locatelli sous Mota, ça va vraiment devenir autre chose. Mais c'était Weston McKennie à côté qui a marqué d'ailleurs, intéressant, pas de Thuram, pas de Douglas Luiz. Je sais pas si Thuram avait une petite blessure peut-être, mais Douglas Luiz est entré en cours de jeu si je dis pas de bêtises, ou à 75e. Non, Kefren Thuram est rentré aussi à l'heure de jeu. Donc ouais, intéressant de voir quels seront les choix qui seront effectués sur ce double pivot. En tout cas, le quatuor, je m'attends à ce qu'il bouge pas trop, ou en tout cas, franchement, il a vraiment donné satisfaction sur ce match-là. Donc vraiment intéressant. Alors malheureusement, notre 5e match, c'est le LOSC, logiquement battu. 4e défaite consécutive pour les hommes de Bruno Genesio, après le Slavia Prague, le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. Ça c'est la plus inquiétante des 3, parce que Slavia, c'est une défaite qui permettait la qualif, Paris, c'est Paris. Saint-Etienne, ça a fait mal vendredi. Et bah derrière, contre des autres en vert, le Sporting 2-0. Franchement, ils n'ont pas opposé grande résistance. Ils sont vite battus par une frappe de Gyökeres. Une demi-heure de jeu pas trop mal, mais derrière, ils s'inclinent. Là-dessus, Gyökeres, qui est bien sûr en top forme. Il avait planté déjà 8 buts en 5 matchs de la Ligue portugaise. Un but donc sur son premier de Champions de sa carrière. Il a marqué aussi avec la Suède en déplacement international. Je crois qu'il a tous les matchs, il a soit marqué, soit donné une passe décisive. Et il est très très chaud, donc il a marqué. Il a aussi provoqué l'expulsion d'Angel Gomez, même si elle est un peu sévère, je trouve, sur ce deuxième jaune. Et ça, en 1 minute, ça a été trop pour le LOSC, qui donc perd 2-0 sur cette frappe de De Bast, qui est aussi un des buts de la soirée. Magnifique. Les Anglais penseront à le but de la soirée, parce qu'ils adorent les frappes de loin. Moi, j'ai bien aimé quand même Guerrero, la déviation de Musiala, et quelques petites actions collectives aussi. Mais ouais, De Bast, cette frappe magnifique pour un LOSC donc battu avec 3 petits tiers. 3 petits tiers contre 18 en face pour le Sporting, qui est un très très bon Sporting. Les hommes d'Amorim qui sont sur 5 victoires en 5 matchs en championnat portugais, qui roulent sur le championnat, qui ont battu Porto, qui sont très très costauds. Et là, c'était un déplacement juste trop difficile pour Lille. Donc ouais, pas grand chose à dire. À part que maintenant, pour le LOSC, en Ligue des Champions, c'est Real, Atlético et Juve, les 3 prochains matchs. Avec aussi en Ligue 1 des déplacements à Monaco, à Lens.
Ouais, c'est une fin d'année complexe, mais notamment en Champions, un vrai risque de commencer la campagne européenne avec 0 sur 4. En tout cas, il y a de sacrés matchs et il va falloir vite se relever pour Lille. Et enfin, on finit sur une chose positive pour le beau retour des Villains, Aston Villa, qui retrouvait la C1 pour la première fois depuis 40 ans, depuis l'année qui a suivi leur victoire en 82 contre le Bayern. 83, ils participent. Ça faisait donc 41 ans même qu'ils n'avaient pas joué la Champions. Ils l'ont joué et ils ont gagné 3-0 contre IB, le Young Boys, qui est double champion de Suisse en titre, mais qui s'est fait écraser et qui fait un début de saison catastrophique. Ils ont remporté le championnat en 2024, ils l'ont remporté en 2023, et pour l'instant, en 6 journées, ils sont à 0 victoire, 3 nuls, 3 défaites, ils sont lanterne rouge. C'est catastrophique, je sais pas ce qui se passe à Berne, mais c'est absolument catastrophique. Et là aussi, défensivement, il y a des moments désastreux. Sur ce corner, Tillmans, seul au second poteau, sans opposition, frappe, ça passe dans une forêt de jambes, 1-0. Le 2-0, une passe en retrait comme ça au gardien, elle est coupée par Watkins, et Ramsey va marquer, et 3-0, il n'y a pas grand chose à faire, c'est une frappe sublime d'Onana, on a montré le ballon de Champions tout à l'heure. Très très belle frappe, beaucoup de très beaux buts, mais ouais, ils se sont fait écraser. Villa appuyé là où ça fait mal, c'était une rencontre à sens unique, ils ont terminé avec 20 tirs en déplacement, 2 buts refusés aussi, ça aurait pu être une manita à l'extérieur. Et en attendant, donc, ils prennent la 2e place, en attendant ce soir, ils prennent la 2e place de cette phase de ligue. Il n'y a eu que 6 matchs pour l'instant, mais ce quatuor là, Bayern, Villa, Liverpool, Juve, ça fait très années 80. On joue la Champions nouvelle version des années 2020, mais ça c'est très 80s. Et c'est pas pour me déplaire. Belle première soirée de Ligue des Champions. Ce soir, ouais, pour les hommes d'Unai Emery qui retrouvent l'Europe avec succès, ce soir, on a Bologne-Shakhtar, Sparta-Salzbourg, ça c'est les matchs de 18h45, pas les plus excitants forcément, même si Bologne-Shakhtar ça peut envoyer. Surtout PSG-Girona, City-Inter, Bruges-Dortmund, Celtic, Slovan-Bratislava. Bien sûr, on sera sur le match de Paris, on l'analysera au coup de sifflet final, et demain on parlera de City-Inter. Les deux grosses rencontres. Mes pronos hier c'était victoire de Paris, victoire de City. Paris sans trop de surprise, j'avais dit entre 2 et 3-0, je crois à la fin j'ai dit 2-0, Barcola et Dembélé buteur. Ils sont là à 2,40, à 2,75. C'est ce que je vois sur ce match. Et on va souhaiter la victoire du club français. En attendant, Monaco-Barça aussi, jeudi, et Brest-Sturm Graz. Voilà les amis, j'espère que ce petit récap Champions vous a plu. Passez de bons matchs ce soir, et on se dit à tout à l'heure. Bisous.